Je vais vous parler des collaborations costumières dans le long-métrage Frankenweenie de Tim Burton. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, les créations costumières dans l'animation en volume sont des fabrications concrètes. Pour rappel, l'animation en volume, ce sont les films qui utilisent la technique de prise de vue image par image, plus communément connue comme la stop motion. Et il y a bien une création matérielle de ces habits, contrairement à d'autres films d'animation, comme ceux qui sont réalisés en 2D ou en 3D de synthèse. Et ce qui est intéressant, c'est que cette création va amener la collaboration de plusieurs professionnels entre eux. On va avoir des armaturistes, par exemple, des spécialistes du costume, évidemment, des character designers, des chefs opératrices, opérateurs, et plein d'autres spécialistes. Et finalement, la question que ça pose, c'est quelle organisation, quel type d'échange vont avoir ces personnes entre elles. Je trouve que Frankenweenie est un exemple qui est assez parlant à ce sujet, parce qu'il a deux particularités en fait. Il montre ce caractère pluricéphale de la création, du fait qu'il soit un film en noir et blanc, ce qui exige une collaboration avec l'équipe chargée de la photographie, car il y a tout un travail de la couleur avec le département des costumes. Et aussi, il y a le fait que deux ateliers de fabrication de marionnettes ont été impliqués sur le projet. L'atelier Mackinnon & Sanders et l'équipe menée par Andy Gent. Finalement, mon projet, c'est de faire la genèse simplifiée des costumes pour ce long métrage, afin de vous montrer l'importance de ces échanges, la complexité qu'ils peuvent avoir, et la manière dont les synergies s'installent pour la création de ces pièces vestimentaires. Commençons par le commencement. Le début du projet naît à Los Angeles. Tout d'abord, Frankenweenie est un court-métrage en prise de vue réelle. Il a réalisé et diffusé en 1984. Il reprend à peu près la même histoire que le long-métrage qui le suivra, c'est-à-dire que c'est un jeune garçon, Victor, qui malheureusement perd son chien dans un tragique accident et qui va tenter de le ressusciter. C'est seulement en 2007 qu'apparaît petit à petit des rumeurs sur un remake qui serait en cours. Il y aurait un certain Don Hahn, producteur, qui engagerait des concept artistes pour proposer un projet déjà pas abouti, mais balbutiant à Tim Burton, qui pourrait ensuite accepter ou non cette idée de remake. Parmi ces concept artistes, on retrouve Mike Gabriel, qui est d'ailleurs un ancien collègue de Burton à Disney, et qui, 2 années après la sortie en salle du long-métrage Frankenweenie, va diffuser des dessins préparatoires sur son blog personnel et professionnel. Et ces dessins préparatoires, en fait, ils sont assez intéressants pour comprendre comment naît le projet et comment les costumes se dessinent déjà et les idées de l'histoire commencent à balbutier. Bon, par exemple, on peut voir certains personnages dans ces dessins, mais aussi des recherches autour de situations. Et comme ces personnages et ces situations ne se retrouvent pas dans le film final, on a une information grâce à ça, c'est que le scénario est encore balbutiant. Il n'y a pas de scénario fixe pour l'instant, et c'est vraiment une histoire de chercher des concepts, de réfléchir à des idées et de jeter un peu tout sur la table pour commencer à avoir une petite idée de ce que pourrait être le long-métrage de Frankenweenie. On a des choses aussi assez amusantes, comme des premiers caractère design de Victor Frankenstein, le protagoniste de l'histoire. Et à un certain stade, en fait, ce personnage, dans certains dessins, on voit qu'il est directement inspiré du jeune acteur qui jouait dans le court-métrage Frankenweenie de 84, Barrett Oliver. Et ce lien de parenté, je pense qu'il semble évident dans ses photographies, avec cette espèce de coupe au bol, avec seule petite différence qui est ces cheveux rouges un peu éclatants qui commencent à glisser vers un univers graphique burtonien, plus du côté du dessin. D'autres éléments permettent de nous rapprocher. Petit à petit, on voit de ce que va devenir le film et son identité visuelle. L'un des exemples est le personnage d'Edgar, qui est un camarade de classe de Victor, un personnage plutôt perfide. Et si
Si le dessin est encore assez éloigné de ce que sera Edgar dans le long métrage, on a quand même quelques indices de ce qu'il va devenir, avec cette dentition un petit peu monstrueuse, un peu étrange. Mais aussi ce t-shirt rayé, qui devient un t-shirt beaucoup plus rapiécé, beaucoup plus en mauvais état. Et c'est quelque chose d'intéressant. De même, on voit d'autres caractères design de Victor Frankenstein qui s'éloignent un petit peu de la figure de Barrett Oliver. Et il y a une référence qui apparaît et qui est assez intéressante. C'est qu'on pourrait se dire, comme le long-métrage Frankenweenie est un remake du court-métrage, il pourrait y avoir qu'une seule référence et ce serait ce court-là. Mais en fait, il y a aussi la référence à un autre court de Tim Burton qui est Vincent. Pour rappel, l'histoire, c'est un jeune garçon, Vincent Malloy, qui est fan d'Edgar Allan Poe et qui se rêve en Vincent Price. Et on voit dans la structure du visage très allongé et ses coupes de cheveux, qui se retrouvent clairement dans le dessin de Mike Gabriel, et qui n'est pas répliqué tel quel dans la marionnette du film, mais on voit qu'il y a plus de Vincent dans le Victor du long-métrage que de Barrett Oliver. C'est quelque chose qui est assez intéressant pour voir comment se dessine déjà cette progression vers le produit final. Après cette recherche à Los Angeles, on a un passage de relais à Manchester, où en 2006, l'atelier Mackinnon & Sanders va rejoindre le projet. Mackinnon & Sanders, c'est un atelier qui est très réputé, qui a une très bonne réputation dans l'animation à volume, et en plus, il a déjà collaboré avec Tim Burton sur Mars Attack et sur Les Noces funèbres. De son côté, Tim Burton va reprendre les rênes des dessins préparatoires, et c'est lui qui va travailler les esquisses, qu'il va communiquer à l'atelier, et qui va permettre à Joe Homan et Noel Baker, notamment, des sculpteurs, de préparer les premières maquettes en plastiline des personnages qui vont servir de base pour construire les marionnettes. Et sur la base de ces esquisses, Tim Burton va pouvoir faire des modifications au stylo et transférer ces photos de maquettes avec des corrections, des petits récapitulatifs, des petites modifications. Donc je peux vous donner l'exemple de Mr. Burgermeister, qui est le maire de New Holland, le lieu où se situe l'intrigue du film. Et on voit qu'on corrige légèrement sa silhouette pour allonger les jambes, et on corrige un aspect vestimentaire, donc ce qui nous intéresse, les lunettes, pour qu'elles soient plus fines, et certainement pour qu'on discerne mieux le regard de ce personnage. Autre changement notable, il y a la blouse de Victor, lorsqu'il tente de ressusciter Sparky, ce chien aimé et malheureusement disparu. On voit sur ce dessin de maquette qui est annoté que Tim Burton trouvait que le tablier de savant faisait pas vraiment savant, mais faisait plutôt boucher à son goût. Et il donne l'idée que Victor prendrait en fait une chemise blanche de son père, qu'il la retournerait et qu'il en ferait une chemise, une blouse de scientifique. Et c'est amusant parce que c'est une idée en fait qui est déjà dans le Frankenweenie de 1984, comme vous pouvez le voir sur les images qui sont montrées sur le PowerPoint, sur la diapositive, et que c'est une reprise de cet élément et pas une invention sur le moment. Ça, c'est pour les personnages plutôt principaux. Pour les personnages secondaires, Tim Burton laisse plus la main à l'atelier pour créer les personnages, d'autant plus qu'il est occupé sur d'autres projets en parallèle, notamment plus tard sur Alice au Pays des Merveilles. Mais il leur dit néanmoins de se référer à justement Vincent pour l'esthétique globale du film. Et on sent dans le travail des professionnels de l'atelier qu'il y a cette idée de respecter le langage visuel de Tim Burton et de s'inspirer des diverses créations qu'il a faites auparavant. Je pense que ça se remarque surtout pour le personnage de la fille étrange, qui semble directement inspiré de la fille qui fixait, le protagoniste d'un poème de Tim Burton dans The Melancholy Death of Osterboy and Other Stories. Ça se voit notamment à son regard complètement halluciné, mais aussi à la forme de sa robe, presque le motif qu'on retrouve dessus, même s'il est plus travaillé sur les maquettes qui sont montrées.
Mais c'est finalement pas si dur de reprendre le langage visuel de Tim Burton parce que c'est un style qui est assez facilement identifiable avec des traits récurrents et saillants comme des jambes très allongées, très fines, une tête beaucoup plus imposante et des grands yeux cernés, par exemple. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que finalement, qu'est-ce que deviennent les dessins qui ont été faits à Los Angeles? En fait, ça a vraiment constitué une base de travail, un tremplin, mais ce n'était en aucun cas une ligne directrice. Et c'est ce que déclare d'ailleurs Alexandra Walker, qui est une des directrices artistiques sur le projet. Elle dit qu'ils se sont vraiment basés sur ces travaux, mais qu'ils ont ensuite continué dans les recherches et que ça a pu devenir parfois... certains aspects des décors, par exemple, ont pu beaucoup être transformés, modifiés, aller vers d'autres idées, etc. Mais ils ont quand même disposé de ces dessins. Et c'est quelque chose finalement d'assez courant, d'avoir des plateformes où sont déposés des fichiers et des données, et des échanges par échange de mails ou par intranet, aujourd'hui sur des drives, par exemple. Mais ce n'était pas le cas sur Frankenweenie, parce que c'était encore trop tôt pour ce genre de pratique. Mais oui, il y a eu ces échanges de données, il y a eu des réunions avec les chefs de département, par exemple. Et c'est quelque chose qui est finalement assez habituel et qui est crucial pour la cohérence visuelle d'œuvres, comme des longs métrages, où beaucoup de personnes vont travailler sur le projet, avec des spécialités différentes, qui vont avoir une incidence parfois sur les mêmes éléments. Et il ne faudrait pas que le travail des uns et des autres vienne handicaper celui qui a travaillé sur un autre aspect et qu'ils viennent empiéter sur leurs plates-bandes respectives et finalement cèdent plutôt et travaillent ensemble pour y arriver. Et c'est très évident pour la première caractéristique dont je parlais, la première spécificité de Frankenweenie, qui est d'être un film en noir et blanc. Le film n'a pas été tourné directement avec des personnages et des décors en noir et blanc. Tous les objets, en fait, étaient pratiquement tous en couleur. Et il a fallu donc faire un travail conjoint avec le département de la photographie pour réfléchir à un meilleur rendu possible, avoir une bonne maîtrise des nuances de gris. Parfois, ça peut avoir quelque chose d'assez étonnant quand on découvre ces objets en couleur parce qu'ils donnent une atmosphère différente, ils ont parfois... ils donnent des impressions qui sont parfois radicalement opposées. On peut avoir quelque chose d'un peu printanier, d'un peu étrange parfois dans l'adéquation des couleurs entre elles, puisqu'elles n'ont pas été réfléchies pour de la couleur. Et c'est normal à un certain degré, puisque le passage de la couleur au noir et blanc va affecter la luminosité des couleurs. Vous pouvez avoir un rouge qui apparaît très brillant quand vous le voyez en face de vous, et qui, une fois en noir et blanc, va devenir très sombre et va venir gâcher l'image, finalement. Donc c'est pour ça qu'il a fallu tout un travail de réflexion autour de la couleur et de la transformation des teintes, si on peut l'appeler ainsi. C'est assez notable pour le costume de Elsa Van Helsing. Bon, le costume qu'on voit en couleur n'est pas le costume final du personnage, mais en est une version antérieure. Cependant, on voit bien l'écart entre l'aspect et le rendu de ces deux habits. L'un a l'air un peu sucré, un peu printanier, presque doux. Alors que l'autre, en noir et blanc, on voit que les fleurs ressortent beaucoup plus sombres. La dentelle blanche ressort et donne un aspect beaucoup plus mélancolique, voire gothique, ce qui s'ancre mieux dans l'intrigue du film, finalement, et son esthétique. Pour s'aider, il y a eu recours à des nuanciers, par exemple, qui ont permis de faire des tests de photos avant en montrant les costumes accompagnés de ces guides visuels. Et il y a eu plusieurs essais face à la caméra ou face à des appareils photo, par exemple pour contrôler l'adéquation et la cohérence des motifs. Parce que s'il y a des variations dans la luminosité des couleurs au passage en noir et blanc, on peut se soucier de ces contrastes dans les imprimés et avoir peur qu'il y ait une bouillie de gris et que finalement il y ait trop de redites d'un imprimé ou d'une couleur à l'autre, etc. C'est pour ça que ça a été très important. Et Peter Sorg, le directeur de la photographie sur ce film,
m'a bien affirmé qu'il y avait vraiment une grande importance pour lui de travailler conjointement avec le département des costumes. Mais c'est pas quelque chose qui est, on va dire, inhabituel, puisque il m'a certifié que c'était quelque chose qui se faisait finalement couramment. C'est juste que pour ce film, du fait de ses spécificités, ça apparaît d'autant plus crucial. Ce qui est intéressant aussi avec le noir et blanc, c'est que ça va affecter le travail des costumes d'une autre manière. C'est que les personnages ne vont pas pouvoir être reconnus directement grâce à la couleur. Donc il va falloir réfléchir en termes d'imprimé, en termes de forme plutôt, pour qu'ils soient directement identifiables par le public. Il y a 2 exemples que je trouve assez parlants à ce sujet. C'est le personnage de Bob, un autre camarade de classe de Victor, le personnage principal, et Edgar, qu'on a vu un peu plus tôt. Donc tous les deux ont un t-shirt rayé. Mais le travail de ce t-shirt rayé est très différent et donne une impression différente qui est en adéquation avec ce que sont les personnages dans le film. Tout d'abord, on a Bob, qui est un personnage enfantin, un peu naïf. Et là, on voit que les larges bandes de son t-shirt déjà renforcent la rondeur de son physique, mais ont aussi un côté enfantin, ce t-shirt rayé avec... ça évoque tout de suite un imaginaire. Et il y a la matière aussi dans laquelle elle fait ce t-shirt. Parce qu'on a un rendu qui est assez lisse, qui est assez mat, et qui va bien avec cette idée de douceur et de naïveté. Alors qu'à côté, Edgar, qui a un autre t-shirt à rayures, a des rayures qui sont beaucoup moins régulières, beaucoup plus tordues, comme si elles étaient tracées à la main finalement. Et ça va bien avec son esprit un peu torve, à son physique disproportionné. Et même, on peut faire un parallèle avec cette dentition et les écarts irréguliers des lignes entre elles peuvent faire penser à ces écarts de dents malheureux et son physique disgracieux. De même que peut l'évoquer la maille un peu grossière dans laquelle est fait son habit et parfois le côté effiloché, comme on peut le voir dans le bas de son t-shirt. Il y a aussi un autre exemple avec le personnage de la fille étrange, qui est un personnage qui est à la fois apparaît très délicat, mais qui a parfois met franchement mal à l'aise. Et la crêpe de soie dans laquelle semble être fait son habit, eh bien, je ne sais pas si vous avez déjà touché de la crêpe de soie, mais quand vous la faites glisser sous les doigts, vous avez vraiment l'impression que c'est très fragile, mais c'est assez désagréable. Il y a une espèce de friction quand vous la glissez entre vos 2 doigts, et c'est un peu un sentiment similaire que provoque ce personnage. Donc, c'est des préoccupations qui sont assez intéressantes sur ce projet, mais qui, quand on y réfléchit, ne sont pas différentes d'un film en prise de vue réelle, par exemple, qui peut être tourné en noir et blanc, et où on peut également avoir une réflexion sur les textures et les imprimés. En revanche, sur Frankenweenie, là où peut y avoir des collaborations qui diffèrent un peu, c'est que le costume est là un objet d'animation. Et il est vraiment pensé en tant que tel. Donc c'est un objet où il va y avoir des armatures, et parfois en fil métallique, parfois en utilisant des feuilles d'aluminium ou de plomb. Et c'est vraiment une marionnette en elle-même, comme la marionnette du personnage. Et ces fils métalliques, évidemment, ces divers éléments doivent rester cachés sous les étoffes si on veut essayer de faire persister l'illusion devant le public. Et c'est à vérifier sous les éclairages de la même manière. Aussi, les armatures, normalement, c'est le travail du département des costumes. Donc c'est eux qui s'en occupent. Mais parfois, il y a des cas un peu compliqués, des armatures qui sont complexes du fait d'un vêtement qui est particulièrement délicat ou avec des aspects qui sortent un petit peu de la norme. Et là, les spécialistes du costume vont demander aux armaturistes, qui eux s'occupent du squelette des marionnettes, de venir les aider. Et quand on voit certaines photos, là, une photographie qu'on trouve dans un livre making-of sur la création de Frankenweenie, eh ben, on peut se dire que c'était forcé qu'il y ait une communication entre les armaturistes et le département du costume pour ce cas-là, puisque
l'armature de la jupe, hein, on peut voir les arceaux et la structure ici, fait partie en fait intégrante de la marionnette de la fille étrange. C'est assez parlant sur la manière dont peut travailler ces différents départements où ils ne sont jamais isolés les uns des autres. Passons cette fois à la deuxième caractéristique dont j'avais parlé plus tôt, et qui est le fait que la création des marionnettes et donc des costumes sur Frankenweenie a supposé l'implication de 2 ateliers. Donc on a l'atelier Mackinnon & Sanders et l'équipe de Andy Ghent. Mackinnon & Sanders, en fait, ils sont surtout été là pour la mise au point des prototypes, donc des premières marionnettes. Ces marionnettes étaient plus ou moins complexes. Le chien, Sparky, sa première marionnette a mis, je crois, 1 an et demi à être mise au point totalement. Donc ça peut prendre un certain temps. Et ils se sont surtout concentrés sur les personnages principaux, les concept art et la préparation en amont des personnages. L'équipe d'Andy Ghent, elle arrive seulement dans un second temps. Et ils vont travailler sur le lieu de tournage à Londres, au studio Three Mills Studios. Eux, ils vont dupliquer les personnages principaux, et ça pour une raison un peu particulière. Parce que l'animation en volume, c'est un processus très long. Vous bougez une marionnette, un mouvement à la fois, ce qui fait que sur une journée de tournage, pour un animateur ou une animatrice, quand vous avez quelques secondes d'image à la fin de votre journée, vous êtes content. Donc vous ne pouvez pas faire le film une scène les unes après les autres. Vous êtes obligé d'avoir plusieurs scènes qui sont tournées en même temps par plusieurs animateurs, animatrices. Il y en a eu 10 à 30 qui ont travaillé en parallèle sur ce film, pour vous donner un ordre de grandeur. Et donc, si toutes ces scènes sont faites en même temps, les personnages les plus importants vont apparaître sur plusieurs scènes en même temps, ce qui demande la fabrication de différentes versions pour une même marionnette. D'où l'idée d'un atelier qui s'occupe de faire les prototypes et d'un autre qui va s'atteler à dupliquer ces prototypes-là pour servir les animateurs et animatrices. Ils se sont aussi chargés des personnages secondaires et d'une autre chose qui est plutôt amusante, comme on dit, étaient en charge de l'hôpital des marionnettes, qu'il appelle Puppet Hospital, et qui, en fait, sert simplement au fait que les animateurs et les animatrices, parfois, elles ont des gestes un peu malencontreux. Elles peuvent casser le bras d'une marionnette, déchirer un vêtement, ou tout simplement le salir d'une usure assez naturelle et inévitable due à la poussière et à la sueur sur leurs mains. Donc, ils devaient quotidiennement garder les marionnettes neuves sur le tournage, qui a duré 2 ans et demi. Et parfois en urgence, quand un animateur ou une animatrice les appelait pour dire « j'ai fait une bêtise, il faut que vous m'aidiez à réparer cette marionnette ». Et de nouveau, il y a eu des échanges en fait entre ces 2 ateliers, qui ont eu des rôles différents. Du fait, je pense, dans le premier, parce que c'est un atelier qui est beaucoup appelé pour aider sur des projets, ou qui a une renommée, qui travaille avec beaucoup de personnes en même temps, et qui a dû se contenter d'une partie de la création. Et l'autre qui a repris le relais, aussi parce qu'elle était plus mobile et qu'elle pouvait directement aller au studio, et non devoir rester à un endroit fixe. Et pour communiquer, ils ont utilisé ce qu'on appelle des bibles. Donc, chaque personnage a une bible, c'est-à-dire un livre où il y a toutes les informations sur la fabrication de ces personnages, point par point, tous les matériaux utilisés, etc., de sorte que la duplication puisse être vraiment parfaite. Et de même pour les réparations. Finalement, réparer une marionnette, c'est une forme de duplication quand on y pense, puisqu'il faut vraiment éviter tout hiatus pendant le film et qu'il n'y ait pas un costume qui change d'une scène à l'autre et qui pourrait faire sortir le public de son expérience spectatorielle. Donc pendant toute cette communication, je vous ai montré en quoi il était intéressant d'étudier les échanges entre les divers professionnels sur le projet et comment chacun peut avoir sa part dans la création des costumes et peuvent venir aider les spécialistes du costume.
et montrer que ce n'est pas un travail isolé et que c'est assez exemplaire finalement de l'animation en volume et de la manière dont on travaille sur ce type de projet. Mais je voulais aussi, en conclusion, montrer que les spécialistes de costumes aussi peuvent apporter leur aide en retour aux autres professionnels. Et ça arrive assez fréquemment finalement. Par exemple, pour la construction d'un costume, la personne qui va le concevoir et le confectionner va penser à l'animateur et l'animatrice en essayant de voir comment le costume peut moins le gêner dans son travail, de sorte qu'il n'y ait pas un habit qui vienne gêner si le personnage lève le bras ou fait un mouvement particulier. Ce qui fait par exemple que Janet Knetschel a cousu les rayures sur le t-shirt de Bob à la main pour faire en sorte qu'il glisse bien sur son gros ventre. Il y a aussi le fait qu'on peut demander à ces spécialistes de travailler avec les personnes sur les décors pour réaliser des objets en tissu. Par exemple, Maggie Haddon, qui est sur le projet et qui est plus habituellement costumière et chef costumière, a aidé pour réaliser les rideaux, les tapis et même cette superbe effet spécial face caméra d'une tente qui explose. Et cette même personne, Maggie Haddon, m'a même confié un rôle qu'elle avait et que je ne soupçonnais pas, et qui est parfois en fait de rassurer les animateurs et les animatrices qui doivent faire face à ces objets et animer ces objets en textile, qui sont connus quand même pour être plus délicats à animer et plus difficiles. Et qu'elle accompagnait parfois certains animateurs et animatrices qui trouvaient des difficultés ou qui appréhendaient certaines scènes. Et je trouve que cela montre bien qu'on n'a pas fini d'étudier toutes les synergies qu'il y a entre ces différents métiers et qu'il y a une ribambelle d'aller-retour, de travail et d'aide, et qui montre qu'on est vraiment dans une création collective et pleine d'entraide. Merci beaucoup.